Bonjour à tous, je suis Julien Camer, je suis maître de conférence au laboratoire de chimie de l'environnement et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de qualité de l'air. Je vais commencer par remercier Raquel qui a parfaitement introduit le sujet et puis je veux remercier aussi les organisateurs de m'avoir invité pour donner ce talk-là. Je ne sais pas un petit peu si on est tous familiers avec les sciences atmosphériques, donc j'ai décidé de partir vraiment de la base et de vous représenter un petit peu ce qu'on a dans l'atmosphère. Si on groupe tout ce qu'on a dans l'atmosphère sous un carré, en fait, donc on a toute l'atmosphère qui est ici. En fait, l'atmosphère est largement dominée, on le sait tous, par le diazote qui est ici, N2, l'oxygène. Merci, on peut respirer comme ça. Et puis, si on regarde derrière, ce qu'on a, c'est de l'argon. Vous avez le CO2 qui est un tout petit carré ici, et le carré rouge, c'est l'ensemble de tous les autres gaz et de tous les autres constituants atmosphériques. Donc ça veut dire que quand on parle de pollution atmosphérique, de la qualité de l'air, en fait, on s'intéresse que à ce petit carré rouge ici, qui représente environ 0,17% de ce qu'on a dans l'air. Donc la pollution de l'air, tous les composants atmosphériques qu'on a, c'est une fraction absolument mineure de tout ce qu'il y a dans l'air. Donc ça implique des difficultés à la fois analytiques pour nous pour les mesurer, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que des émissions qui sont même à la fois mineures vont perturber la composition mineure, la composition de l'air, et même une toute petite émission va pouvoir avoir, donc c'est une concentration très faible d'un certain composé, va pouvoir avoir un effet sur notre santé. Donc ça, c'est ce qui est pour des gaz, mais dans l'atmosphère, on ne trouve pas que des gaz. Raquel, elle l'a dit, elle a parlé de dust, donc on parle aussi de particules atmosphériques qui sont en fait tout ce qui est solide ou liquide dans l'atmosphère. Donc ça peut être des petits grains ou des petites gouttelettes qu'on trouve dans l'air. Donc ok, l'atmosphère, il y a plein de choses, mais d'où viennent ces différents gaz et ces particules fines, d'où viennent ces différents polluants? Donc quand on est dans l'atmosphère, on a la surface terrestre, on a tout un tas d'émissions qui peuvent être aussi bien naturelles qu'anthropiques, avec différents gaz, oxyde d'azote, composants organiques volatiles, ozone, etc. Mais on trouve aussi des particules qui sont à la fois ce qu'on appelle organiques, qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, et des choses qui sont un petit peu plus inorganiques. Ça peut être des sels marins, ça peut être des poussières désertiques qui sont un petit peu plus minérales. Alors une fois qu'on a tout ça en mélange, des sources naturelles, puis des sources anthropiques, ces composés-là dans l'atmosphère, ils ne restent pas inertes, ils bougent dans la masse d'air. On voit la masse d'air, ça se déplace, et pendant leur transport dans l'atmosphère, tous ces composants-là subissent des transformations physico-chimiques. Alors ça peut être lié aux variations des conditions environnementales. Sous l'effet de la lumière, on peut avoir ce qu'on appelle la photochimie, des processus d'oxydation quand on a des agresseurs chimiques, ou encore des choses qui sont un petit peu plus physiques. Si la température se refroidit, on a des processus de condensation, etc. Ce qui fait qu'un peu, toutes ces émissions-là, une fois qu'elles passent dans la moulinette atmosphérique, on a de la formation de nouvelles molécules, de nouveaux composés, et donc on a quelque chose qui était complexe, qui devient encore plus complexe, qui est encore plus enrichi, jusqu'au terminal. Donc à la fin, ces gaz-là finissent par retomber, soit par ce qu'on appelle les dépôts secs, donc c'est simplement physiquement les molécules gazeuses ou sous forme particulière qui se redéposent sur la surface, ou bien sous dépôts humides, ce qui correspond aux précipitations. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'atmosphère, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, avec plusieurs milliers de molécules, à la fois en phase gazeuse et particulière. C'est quelque chose qu'on appelle photoréactif, donc qui est très réactif, notamment sous l'effet de la lumière, et qui est dynamique. Ça, c'est quelque chose que vous observez tous les jours. Si vous voyez des gens fumer, le panache de la cigarette, il est rapidement dilué, qui témoigne bien de la dynamique de l'atmosphère. Alors tout ça, tout ce mélange complexe a de nombreux impacts à différents niveaux. Donc on a des impacts qui peuvent être climatiques, qu'on connaît bien, avec des impacts qui sont directs, c'est-à-dire quand les composants atmosphériques interagissent directement avec le rayonnement solaire, en modifiant la quantité de rayonnement qui arrive à la surface terrestre, donc ça peut être ce qu'on appelle de la diffusion, de l'absorption ou de la réflexion. Et puis on a des impacts qui sont dits indirects sur le climat, notamment via les particules fines qui peuvent jouer le rôle en fait de noyaux de condensation pour la formation des gouttelettes d'eau. Donc là, il faut savoir que les gouttelettes d'eau des nuages, dans l'imaginaire, on imagine que c'est de l'eau qui condense tout seul, mais en fait, il n'y en a pas de particules atmosphériques, des petits grains sur lesquels l'eau se condense, on n'aurait pas de formation de gouttelettes d'eau. Donc toutes les particules, si vous en avez plus ou moins et selon leurs propriétés, elles n'ont pas la même capacité à jouer le rôle pour la formation des gouttelettes d'eau des nuages. Et donc là, selon les différentes sources de particules fines, on va avoir des impacts différenciés sur les nuages et donc des modifications des propriétés des nuages. Leur temps de vie, leur couleur, donc leur capacité d'absorber la lumière, etc. On a aussi des impacts sur ce qu'on appelle les agrosystèmes, aussi les socio-écosystèmes. Donc, c'est des impacts environnementaux. Par exemple, on peut trouver comme polluant qui est bien connu l'ozone, qui agit fortement sur les cultures avec des pertes de rendement de plusieurs pourcents, engendrant des coûts qui sont de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Et on a la même chose sur l'environnement, avec notamment des nécroses qui peuvent apparaître sur certaines espèces, etc. Et puis, on trouve aussi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, des impacts sur la santé. Je vais revenir un petit peu après dessus, pour vous donner quelques chiffres un petit peu plus concrets. Et puis j'ai dessiné quelque chose, vous voyez ici, ce qu'on appelle des rétroactions.
C'est-à-dire qu'en fait, les impacts climatiques, par exemple, vont modifier le climat. Le climat, lui, va modifier, par exemple, Nos comportements, on en parlait, hein, on a du changement climatique. Raquel l'a dit, on a nos comportements qui vont changer. Ben, on va avoir tendance, par exemple, à prendre peut-être plus le vélo, on va végétaliser. Donc, on va changer en fait les processus d'émission. Et donc, on va modifier la composition de l'atmosphère. Et donc, ça va modifier les impacts sur la santé. Donc, on a la même chose sur l'environnement. Et tout ça est en fait dans un système de boucle et qui est relativement incertain et très difficile à caractériser. Donc en termes d'impact de la santé, la pollution atmosphérique, en fait, les impacts sont principalement liés aux particules atmosphériques, qui sont principalement responsables de la majorité des impacts, et même en milieu rural. Alors il y avait une étude de l'INDS qui était parue en 2016, qui avait évalué en fait ce qu'on pourrait gagner en termes d'espérance de vie, ou en termes de décès évités à 30 ans, dans un scénario qui est sans pollution. Alors sans pollution, ça veut dire quoi? Ça veut dire des concentrations atmosphériques inférieures à 5 microgrammes par mètre cube, ce qui est relativement bas. Et ce qu'on voit dans ce tableau-là, ce qui est important de noter, c'est le nombre de décès qui serait évitable en France. Donc on éviterait à peu près 48 000 décès. Donc les dernières estimations ont revu ça un petit peu à la baisse, puisque les niveaux de particules fines ont baissé. On est plutôt sur l'ordre de 40 000. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que parmi la quarantaine de milliers de décès qui pourraient être évitables, on en a quand même environ 8 000 qui sont évitables par l'exposition en milieu rural. Donc on a souvent tendance à penser que la pollution aux particules fines, et notamment la pollution de l'air, est une problématique essentiellement urbaine. Alors oui, c'est plus élevé en milieu urbain, mais tout le monde est concerné, même en milieu rural. Et si vous regardez bien en espérance de vie, finalement, vous avez la même chose en milieu rural. Vous voyez, on est à 9 mois d'espérance de vie qui pourrait être gagnée si on réduisait la pollution aux particules fines. C'est en gros la moyenne qu'on a à l'échelle de la France, et on n'est pas si loin de ce qu'on a dans les petites villes, et même dans les grandes villes, supérieures à 100 000 habitants, on n'est pas beaucoup plus élevé. Donc ça montre bien que c'est quelque chose qui nous touche tous. Alors ces particules atmosphériques qui sont responsables de cette baisse d'espérance de vie et de cette mortalité, de quoi on parle derrière? Parce que je vous ai dit, c'est des petits grains ou des particules, mais ça reste assez vague. En fait, c'est quelque chose qui est assez vague et très divers, notamment en termes de taille, puisqu'on trouve des particules qui font quelques nanomètres, et puis on en trouve certaines qui vont jusqu'à quelques dizaines de micromètres. Donc les plus grosses, donc ici vous avez la taille d'un cheveu, pour me donner une idée de l'ordre de grandeur, et puis les plus grosses, donc là vous avez du sable ou des grains de sel qui sont issus de l'océan. Et puis si on descend, vous voyez aussi, vous avez la taille des aérosols les plus petits. Donc vous avez par exemple des bactéries, mais vous avez aussi ici la taille typiquement de ce qu'on retrouve dans la fumée d'un feu. Donc on peut retrouver dans la fumée d'un feu de biomasse ou d'une cheminée. Donc on a quelque chose de très divers en termes de taille, puisqu'on va sur 5 ordres de grandeur. On a aussi quelque chose qui est très divers en termes de composition chimique. On a détecté plus de 10 000 molécules dans ce qui est la phase organique, donc ça qui contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, etc., de l'aérosol fin. Donc ça, ici, vous avez l'illustration de ce qu'on a, de la composition chimique de l'aérosol un petit peu partout dans le monde, avec différentes couleurs qui correspondent à différentes composantes chimiques de l'aérosol. Et on voit que, grosso modo, ce qui domine un petit peu partout, ce qui est très important, c'est le vert clair et le vert foncé, qui sont les fractions organiques. Après, les camemberts sont un petit peu plus équilibrés, plus ou moins grands, selon les différents endroits. Et donc, dans cette partie verte-là, c'est là-dedans, il y a plus de 10 000 molécules qui ont été retrouvées. Donc c'est quelque chose que je vous le disais en introduction, qui est extrêmement complexe. Ces particules, on peut aussi les classer en fonction de leur source. Elles peuvent être naturelles ou anthropiques. Donc anthropique, c'est tout ce qui vient des activités humaines. Naturel, vous avez quelques exemples ici. Les poussières désertiques à gauche, ou encore le volcan. Et puis vous avez quelques sources anthropiques, comme l'industrie ou la voiture. Ces sources, on peut les classer aussi selon la composition chimique, organique, composée de carbone, hydrogène, etc., ou minéral, ça je l'ai déjà dit. Et puis, on parle souvent, en fait, de particules qui sont primaires ou secondaires. Alors, les particules primaires ou secondaires, ça n'a rien à voir avec l'importance de ces particules-là. Les particules primaires, c'est ce qui évite directement dans l'air. Donc, si vous roulez avec votre voiture, vous voyez le panache d'un bateau, vous avez des particules dans l'air qui viennent directement de la combustion du moteur. Ça, c'est direct. Ce qui est secondaire, c'est des particules qui sont issues de processus physico-chimiques et qui sont formées dans l'air par accrétion, en fait, de molécules gazeuses, qui se regroupent et forment un nouveau petit noyau, ou alors qui condensent sur des particules existantes. En tout cas, on parle de processus secondaires, soit donc de tout ce qui n'a pas d'émission directe dans l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas le réguler. Si vous ne les mettez pas dans l'air, vous ne pouvez pas le réguler. C'est-à-dire que une voiture, si je veux qu'elle émette moins, il suffit de supprimer les voitures, il n'y a plus d'émissions liées au trafic. Par contre, tout ce qui vient des processus physico-chimiques atmosphériques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est ce qui est formé in situ dans l'air quand on parle, et cette fraction en fait à l'échelle globale elle domine sur la fraction primaire. Donc c'est à dire que ces processus physico-chimiques sont assez clés si on veut comprendre et réguler
la qualité de l'air ou les impacts climatiques liés aux particules fines. Donc les questions scientifiques qui nous animent, je dirais pas seulement au LCE, mais dans toute la communauté de physico-chimie de l'atmosphère, c'est de comprendre comment la composition chimique de l'atmosphère va évoluer à la fois à court terme, mais aussi à long terme, dans le cadre notamment de l'évolution des territoires et du changement climatique, et de l'échelle globale, mais aussi au niveau global, puisqu'on s'intéresse à la qualité de l'air, par exemple, on peut s'intéresser à l'échelle d'une rue, d'une école ou des choses comme ça, et aller vers des choses qui sont plus globales à l'aide de modèles atmosphériques à l'échelle de la planète. Donc pour bien comprendre la composition chimique de l'atmosphère, on a besoin de comprendre quelles sont les sources qui émettent les polluants dans l'atmosphère et quels sont les mécanismes physico-chimiques qui vont modifier ces émissions et notamment modifier les propriétés de l'atmosphère. Tout ça dans un contexte assez spécifique, puisqu'on a un contexte de changement climatique avec l'augmentation des températures, la modification de cycle hydrologique, de plus en plus d'événements extrêmes. Et ça va avoir un impact fort, notamment sur les émissions. Je vous l'ai dit, dans le cadre du changement climatique, on a certaines émissions qui peuvent être modifiées. S'il fait plus ou moins chaud, on va chauffer plus ou moins, etc. Et notamment aussi des processus, si le rayonnement est différent, si la température est différente, les réactions chimiques, les processus physiques de condensation ne sont pas les mêmes. Et puis on a aussi des territoires en transition. Donc ça, on le voit un petit peu partout, avec des phénomènes de végétalisation, la réduction des émissions. On a des programmes aussi pour arrêter la production de voitures thermiques en 2035. Donc ça va modifier ce qui est transférable à l'atmosphère. Et donc ça modifie la distribution des sources, distribution spatiale, mais aussi distribution temporelle. Et donc tout ça, ça fait que le système atmosphérique est en forte transition et en forte évolution. Et donc on a besoin de caractériser tout ça pour savoir comment ça va évoluer dans le temps et améliorer les phénomènes de régulation. Donc comment nous on répond à ces questions au laboratoire? Donc pas seulement moi, mais toute l'équipe. En fait, on utilise la ville de Marseille comme laboratoire à ciel ouvert. Donc j'ai mis l'air avec, vous voyez, j'ai joué un petit peu là avec le E, donc l'air à la fois l'atmosphère, mais aussi l'air métropolitaine de Marseille, en tant que laboratoire à ciel ouvert. Pourquoi? Alors, à Marseille, on a plein de choses qui sont top. On a plein de sources de polluants. On a un port, on a une forte activité industrielle, on a un trafic qui est assez important, il y a du chauffage au bois l'hiver, on a une végétation qui est assez intéressante. Et puis, on a un climat qui est assez propice à ce que je parlais de transformation physico-chimique. Avec, nous, on est super contents. Il y a plein de rayonnements l'été, il y a plein de soleil, on a le maximum d'heures d'ensoleillement. Mais ça veut dire que c'est ici aussi, on a le maximum de transformation physico-chimique. Donc, en fait, on retrouve tout un panel de conditions qui sont assez favorables et assez idéales pour étudier les sources de polluants, mais également leur transformation physico-chimique. Alors, pour ça, on a notamment un observatoire à long terme des particules atmosphériques, qui est l'observatoire de Marseille-Longchamp. Donc il est situé dans le cœur de la ville, dans le parc Longchamp. Il est représentatif de ce qu'on respire en moyenne. C'est-à-dire qu'il est à la fois au cœur de la ville, mais éloigné des sources directes, pour éviter d'être trop affecté. Par exemple, si vous vous mettez juste à côté d'une voiture, vous êtes représentatif d'une source trafic. Ici, on est représentatif de l'air moyen que l'on respire à Marseille. Donc c'est une plateforme scientifique qui est largement équipée pour étudier ce qu'on appelle la composition chimique de l'aérosol, donc pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans les aérosols. Et on dispose de longues séries temporelles qui permettent de décrire l'évolution des différents polluants sur le territoire marseillais, notamment depuis plusieurs années, d'observer différentes tendances en lien avec l'évolution de ce territoire urbain en transition. Donc si on regarde ce qui se passe depuis 11 ans, donc c'est pas today, mais c'était un article qu'on avait fait il y a quelques années, donc on voit que les concentrations de différents polluants, donc ici vous avez le dioxyde d'azote, qui est notamment relativement lié à tous les processus de combustion, donc trafic automobile, trafic portuaire, combustion, donc chauffage d'hiver, etc. Et la tendance, c'est qu'on a une baisse depuis une dizaine d'années avec, grosso modo, une baisse de moins 0,58 microgrammes par mètre cube par an. Et on a la même chose sur les particules fines qui sont représentées en bas, ici. Donc on voit qu'on a, grosso modo, une tendance à la baisse depuis 10 ans. Et ça, on l'explique assez bien, ces deux polluants, leur baisse, parce qu'on a une baisse des émissions, une baisse des sources, notamment liée à la baisse du trafic, ou à l'amélioration du parc aussi automobile qui avec des émissions qui sont un petit peu moins intenses. Et c'est ce qu'on trouve grosso modo un petit peu partout en Europe. Par contre, l'ozone qui est ici en rose et qui est au milieu, lui, il a une tendance à l'augmentation. Donc c'est un polluant qu'on appelle secondaire. Donc lui, il résulte des processus physico-chimiques atmosphériques. Et pour différentes raisons, lui, il est en augmentation, notamment sur ces différentes années. Donc comment on explique ces tendances? Je vous dis que c'était lié aux émissions du trafic. Et comment on explique les différentes sources de polluants? En fait, pour les particules fines, on s'intéresse à la composition chimique des aérosols. Donc ici, vous avez un cas d'étude qui a été fait sur 14 mois, avec la concentration
des PM1. Donc les PM1, ce sont PM, c'est pour particulate matter, donc la matière particulière, c'est des particules fines. Et 1, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 1 micromètre. Donc c'est des petites particules plus petites qu'un micromètre. Et ça, c'est la fraction pénétrale qui va pénétrer jusqu'aux alvéoles pulmonaires, etc. Donc c'est celle qui est bien toxique pour nous. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a les concentrations maximales qui sont en hiver, donc dans la période hivernale qui est associée notamment au chauffage au bois. Et on voit qu'on est grosso modo dominé par ce qu'on appelle la fraction carbonée. Donc c'est ce qui est en vert ici et en noir, la fraction verte étant la fraction organique. Donc ça, c'est bien gentil, ça nous dit de quoi est composée la particule, mais ça ne nous dit pas d'où viennent ces particules-là. Donc pour ça, ce qu'on fait, on utilise cette composition chimique et on la couple à des modèles statistiques pour évaluer la contribution des différentes sources, notamment dans le temps. Donc là, vous avez la même période avec des petites barres là, et chaque couleur représente une différente source. Donc vous avez la noire qui représente la source trafic. Donc vous voyez que finalement, le trafic automobile sur la composition des PM1, il n'a pas l'air si important que ça au cours de l'année, et puis il varie pas tant que ça. Vous avez ici, hop là, le marron, c'est ce qu'on appelle le biomass burning. Donc ça, c'est la combustion de biomasse. Donc c'est essentiellement le chauffage au bois sur l'aire métropolitaine marseillaise. Et donc là, logiquement, vous voyez, là, c'est l'été. Donc forcément, il n'y a pas de chauffage au bois. Même si c'est des barbecues, ça reste insignifiant. Et là, on voit l'importance qui est prise au cours de l'hiver. Et puis, vous avez là le mélange entre les navires et la source industrielle. Et ici, vous avez la source de cooking. Donc c'est tout ce qui est lié aux activités de cuisson des restaurants, mais aussi vous, chez vous, quand vous cuisinez. Et on voit que ce qui domine, finalement, alors c'est non, le carré, il n'est pas bien mis, mais c'est le bleu et le vert, c'est ce qu'on appelle la fraction secondaire, donc qui est issue des processus physico-chimiques et de transformation de l'atmosphère. Donc ça veut dire que finalement, si on coupait toutes les émissions directes, on n'atteindrait éventuellement que 50%. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ce secondaire? En fait, ce sont tous les gaz qui sont émis dans l'atmosphère, également par les sources de trafic et de combustion, et qui, par transformation physico-chimique, sont transformés. Donc ça veut dire que la vraie contribution du trafic ici, elle est probablement sous-estimée, même chose pour l'industriel, etc. Et il y a aussi une fraction naturelle qui rentre dans cette composition de la fraction secondaire. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué, et on a besoin des études de laboratoire, ce que j'ai mis ici, pour comprendre les processus physico-chimiques à l'origine de cette formation secondaire. Donc pour faire ça, pour tout comprendre, on fait différentes études au laboratoire. Donc on caractérise l'émission à la fois du trafic, des navires, mais aussi de la combustion de biomasse. Donc vous voyez, on va directement sur le terrain, on ramène les véhicules au laboratoire pour caractériser directement, vous voyez, hop, ici au pot d'échappement ce qui se passe. Ou alors on connecte ce qu'on appelle une chambre de simulation atmosphérique où on enferme tout ce qui est émis par une cheminée pour étudier la physico-chimie de ces émissions. On s'intéresse, et ça c'est un petit peu ma spécialité aussi, aux émissions qu'on appelle biogéniques, donc pour tout ce qui est lié au vivant, pour comprendre la part naturelle à la pollution atmosphérique. Comme tout, il y a une fraction naturelle qui existe. Donc moi je m'intéresse notamment aux émissions à la fois des arbres, on voit ici, donc parfois on enferme des petites plantes pour regarder qu'est-ce qu'elles émettent dans l'atmosphère, et puis on essaye de confirmer ça par des études de terrain, où on étudie notamment les arbres, les litières, on étudie également les plantes aquatiques, mais aussi l'agriculture, où on va sur le terrain et on regarde ce qui se passe après un épandage. Alors on sait, oui, ça sent pas bon, mais ça veut dire quoi, ça sent pas bon? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air exactement? Quelles sont ces molécules? Et qu'est-ce qui se passe après en termes de transformation physico-chimique? Donc voilà, on amène directement en fait notre camion laboratoire sur le terrain, vous voyez, il est là. Hop là, on met tout un tas d'instruments scientifiques à l'intérieur et comme ça, donc ça fait un dossier pas sorcier, mais c'est l'idée, c'est de voir tout ce qui se passe après un épandage. Et puis parfois, on essaie de reproduire aussi ce qui se passe sur le terrain dans notre laboratoire avec ce qu'on appelle différents dispositifs, donc des réacteurs ou des chambres dans lesquelles on injecte des mélanges qui sont représentatifs de l'atmosphère, et puis on fait varier certains paramètres pour voir comment ces paramètres-là modifient la composition de l'air. Et ce qu'on est capable de faire aussi, c'est essayer de reproduire l'atmosphère ambiante, mais de façon contrôlée dans notre laboratoire, pour faire de l'exposition. Par exemple, notamment ici, vous avez une chambre d'exposition de souris à un pesticide, donc on est capable de générer des concentrations de pesticides en phase gazeuse ou particulière de façon contrôlée sur une durée de temps assez longue pour voir l'effet de l'exposition sur des chaumes. Et donc plus récemment, donc je vais finir par ça, je ne sais pas encore s'il y a du temps, mais j'ai 3 minutes, donc c'est très bien. Donc je vais mettre le focus sur 2 projets qu'on développe, qui développent notamment des approches multidisciplinaires pour accompagner les territoires en transition, et notamment la végétalisation. Donc Raquel en a parlé, le projet européen Cardimed, qui est, je ne vais pas le représenter, mais juste pour dire qu'il y a eu dans ce projet Cardimed de la végétalisation sur le site de Saint-Jérôme. Donc là, vous avez la photo du site de Saint-Jérôme, et tout ce qui a été végétalisé, c'est tout ce qu'il y a ici. Tout ça, ça a été aménagé, on a planté des arbres. Vous voyez, vous avez une route qui passe ici.
Et donc, on a différentes approches pour évaluer les bénéfices liés à cette végétalisation ou aussi les coûts. Et notamment, il y a une approche sur la qualité de l'air. Donc, je ne rentre pas dans le détail ici, mais on a pu montrer en faisant un suivi avant, pendant et après végétalisation qu'il n'y avait pas d'impact de la végétalisation sur les niveaux de particules fines sur le campus de Saint-Jérôme. Idem pour la température. On a essayé de végétaliser pour voir si on pouvait améliorer le confort thermique, mais d'après la température, on ne voit pas d'impact significatif. Donc, on n'est pas capable de mesurer de baisse de la température après la végétalisation. Et ça, c'est notamment parce qu'on a besoin de patienter, parce que les arbres, si je reviens en arrière, vous voyez, ils sont encore petits. Donc, on a besoin d'avoir des arbres matures pour pouvoir avoir le plein bénéfice. Et l'autre initiative que je voulais mettre en avant aussi aujourd'hui, c'était le projet, les deux projets jumeaux, Résilience, qui a été financé dans le cadre du PEPR Vie durable et bâtiments innovants, et le projet Oasis urbaine qui est financé par l'ITEM, qui ont pour objectif d'analyser des co-bénéfices entre différentes politiques sectorielles pour optimiser et intégrer ces différentes politiques dans une planification urbaine pour améliorer sur différents plans la ville de Marseille et la rendre plus durable. Donc on a un nombre important de partenaires qui sont représentés sur la carte en bas à droite. Et un des exemples de ce qu'on va mettre en place dans ce projet qui vient de démarrer, c'est une approche de site jumeau où on va équiper 2 rues qui sont totalement différentes. Alors, totalement différentes dans leur aménagement, c'est-à-dire qu'une rue va avoir une approche plus traditionnelle avec la présence de voitures et très bétonnée, très minérale. Et on va essayer de regarder différents paramètres, la thermique, la biodiversité, la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre. Et on va faire la même chose dans une rue qui est végétalisée et dans laquelle on a aussi un aménagement de mobilité douce, donc une absence de voiture, pour voir à quel point on peut améliorer les choses sur le plan du bien-être, des propriétés thermiques, des pôles atmosphériques et du climat. Voilà, donc là j'avais une diapositive pour synthétiser, pour vous dire que ce qu'il faut retenir, c'est que l'atmosphère est extrêmement complexe et que son impact est principalement lié aux particules atmosphériques, à la fois climatiques et sanitaires, que la formation d'aérosols, donc les processus physico-chimiques sont dominants, et que ces sources et ces processus-là évoluent et vont évoluer de façon très rapide, à la fois dans le contexte du changement climatique, mais des territoires en transition, et qu'on a besoin des approches à la fois de laboratoire et de terrain pour comprendre ce qui se passe et prédire aussi comment va évoluer l'atmosphère. Donc il faut limiter les émissions et mieux caractériser les processus. Et pour ça, des collaborations entre les sciences de l'atmosphère, mais également les sciences de la santé, pour évaluer comment ça va évoluer, mais comment va évoluer l'exposition, sont nécessaires pour qu'on puisse améliorer durablement la qualité de l'air. Ouais, c'est